des ondes Vocast. Rémi Bertolon, tu es de retour et on se replonge à présent dans les années 90. Et oui, effectivement, on est avec Kevin. Salut Kevin. Salut. Merci d'être avec nous, Kevin Pinto. Alors, tu es journaliste pour Combini. Toi, tu fais tout ce qui est sujet pop culture, c'est ça qui te plaît. Et tu as fait un classement des émissions de radio des années 90-2000 qui seraient peut-être même pas autorisées à l'antenne aujourd'hui. C'est ce que tu as souligné. Comment tu as réalisé ce classement? Comment tu l'as fait? Tu en as parlé avec les équipes de Combini ou c'est toi qui es parti dans tes archives? C'est ça. Alors, plutôt globalement, on écrit plutôt sur des sujets télé, mais ça faisait un petit moment que je leur proposais ce sujet radio, parce que c'est un média, moi, qui m'a toujours intéressé. Je suis un enfant des années 90 aussi, donc ces fameuses émissions, je les écoutais moi aussi quand j'étais un jeune préadolescent ou en tout début d'adolescence. Donc c'est des émissions dont je garde un souvenir un petit peu ému, on va dire. Et du coup, cet article, je l'ai réalisé avec déjà mes souvenirs, évidemment, les émissions les plus emblématiques, mes petites connaissances, on va dire, parce qu'il y a certaines émissions que j'ai certes jamais écoutées, mais qui sont connues d'absolument tout le monde. Je pense à Arthur et les Pirates. J'étais un peu trop jeune, mais bon, ça reste Arthur à la radio, et c'était une émission qui avait quand même qui faisait beaucoup parler d'elle à l'époque, donc je la connaissais. Et puis à côté de ça, des petites recherches sur internet pour peaufiner un petit peu l'article, pour mettre en avant peut-être des programmes qui étaient un petit peu plus oubliés. Donc ce petit mélange a fait que j'ai pu faire ce petit classement. Alors je vais pas spoiler, je pense que tout le monde imagine que la place numéro 1 de ce classement des 10 émissions cultes qui ont marqué les années 90-2000 et qui sont tellement provocantes qu'on pourrait pas les programmer à notre époque, eh bien c'est Love in Fun avec Doc Eddiful. Elle est satisfaite lorsque tu as eu ton orgasme? Je crois, ouais. Oui, elle n'en redemande pas. Non, mais enfin, ça dépend, quoi, des fois, parce que le truc, c'est que j'arrive à me retenir vachement longtemps, quoi. Oui, j'arrive à me retenir. Le temps nécessaire. Ouais. Le temps qu'il lui faut, mais c'est bien. Ouais, mais bon, des fois, c'est peut-être un jeu aussi, parce que on entendait la dame, la fille qui parlait tout à l'heure, avant nous, et qui disait qu'il y avait de la monotonie. Nous, on a la chance de vachement s'éclater, on fait l'amour partout. Donc tu as la chance de vachement l'éclater. 92-98 pour cette version de Love in Fun avec Doc et Eddiful. Alors, en réécoutant les archives, tu t'es dit, toi, cette émission, jamais on pourrait la mettre à l'antenne telle qu'elle dans son jus. Non, c'est pas tant qu'on pourrait pas la remettre, parce que elle avait même une seconde vie. C'est surtout sur certaines autres émissions, notamment pour ceux qui vont lire l'article, celle qui est classée numéro 2. Non, Love in Fun, c'était, je pense, qu'il y avait une vraie utilité, puisqu'il parlait à des adolescents qui se posaient certaines questions sur leur vie qui débutait, sur certains aspects, sur leurs hormones qui les travaillaient. Après, oui, il y avait certains moments où ça pouvait un petit peu déraper. C'était aussi la magie de ces émissions. Tu prenais des auditeurs en direct, tu savais pas vraiment ce qui allait t'attendre, mais je pense que ça reste la plus emblématique. Elle a même été parodiée un sacré paquet de fois, hein. Je pense à Decauny Garcia pour citer la plus connue, mais oui, je pense sincèrement que c'est sans doute la plus marquante, la plus emblématique, et dans la durée, dans la liberté de ton, et sur le fait qu'il donnait la parole aux plus jeunes sur des sujets qui pouvaient prêter à rire, mais qui finalement étaient plutôt importants. Alors, ce qui poserait plus problème, c'est une émission comme Les Débats de Gérard, parce que on n'aurait peut-être pas confiance en celui qui mène les débats. Là, clairement, quand j'ai titré certaines qu'on ne pourrait plus diffuser aujourd'hui, je pensais très précisément au Débat de Gérard. Il y a un livre qui est sorti il y a pas si longtemps, justement, qui revient sur toute cette histoire. Là, clairement, Les Débats de Gérard, c'est totalement indiffusable aujourd'hui pour celles et ceux qui connaissent pas ou qui se rappellent pas. C'était, on peut le dire comme ça, un dîner de cons géants où c'est un ancien auditeur du Star System de Max qui était, alors je prends des pincettes pour le dire, sans faire offense, un peu léger intellectuellement, qui était qui était alcoolique également, qui appelait, qui tenait des propos un petit peu désordonnés, et à cette personne, ils ont dit, écoute, on va te donner une émission à toi, donc les fameux débats de Gérard, où il traitait de thèmes d'actualité, et en fait c'était des auditeurs récurrents qui appelaient,
quasiment tout le temps les mêmes, qui changeaient de nom, qui changeaient de voix, et le seul but c'était de se moquer du fameux Gérard, de le faire s'enrager parce qu'il est vrai qu'il s'énervait assez rapidement, notre ami Gérard, et avec le recul, oui, c'est vraiment, faut s'imaginer une émission de radio créée uniquement pour se foutre de la gueule de, pardon, Ouais, tu peux le créée dire. uniquement pour se moquer de, Mais c'est vrai créée uniquement pour se moquer ouvertement de quelqu'un, quoi. qu'à l'époque, c'était ambigu, ça l'est toujours. Est-ce que c'était vraiment un dîner de cons? Est-ce qu'il n'avait pas conscience de tout ça? Après, c'est toute la discussion autour de la personnalité de Gérard. Oui, bien sûr. Bah, il y a beaucoup de forums qui existent. Alors, paradoxalement, il y a les débats de Gérard, c'est énormément archivé sur Internet. Il y a quasiment toutes les émissions. Il y a des forums, des groupes Facebook avec beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Et pour les avoir parcourus, il y a un vrai débat à ce niveau-là. Pour certains, c'était clair que il profitait de sa naïveté et de sa bêtise, on va dire. Pour d'autres, il était, comme tu l'as remarqué, peut-être un peu content. Il se doutait un petit peu qu'on l'utilisait. Donc c'est ça aussi qui fait peut-être un peu la magie, si on peut appeler ça comme ça, de cette émission, c'est que même plus 20 ans après, il y a toujours cette petite ambiguïté sur qu'est-ce que Fun Radio cherchait vraiment avec ça, est-ce que c'était bon enfant, est-ce que c'était vraiment méchant, et bon, ça reste une émission emblématique malgré tout, quoi, en tout cas. Alors vous qui nous écoutez, imaginez vous êtes directeur d'antenne, est-ce que vous mettez à l'antenne là début janvier par exemple à 8h20 en plein morning ce jeu? L'orgasme au tronc. Plus c'est long, plus c'est bon. Oui, oui. Ah, encore Arthur. Bon anniversaire. Oui, avec les préservatifs Fun Radio. Oui, encore. Ah oui. Jean-Luc, si tu veux bien la finir, on va pas la laisser dans cet état non plus. Mais pourquoi tes copains l'attachent? L'orgasmotron, évidemment, quand Arthur s'autoproclamait l'animateur le plus con de la bande FM en 92. Là, c'est rideau. Le soir, on pourrait faire un jeu comme ça, mais le matin, en prime, c'est pas possible. C'est un peu plus compliqué. Après l'orgasmotron, on va dire, là, je classe ça dans une autre catégorie, c'est... ça allait dans le ton des années 90, on va dire. Je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, il y avait certaines émissions, notamment présentées par Nagui, ou une émission sur TF1 présentée par Fabrice, où des maris devaient reconnaître leur femme qui était cachée, mais avec juste leur sein qui sortait d'un mur troué. T'avais même les simples pubs pour les yaourts où le shampoing, c'était toujours un bon prétexte pour montrer de la nudité à l'écran. Donc finalement, l'orgasmotron, je pense que ça s'inscrit plus dans la liberté de ton de l'époque. Comparé on parlait des débats de Gérard, comparé à ça où on peut le remettre en question. Là, on va dire que l'orgasmotron il faisait aussi des jeux où les gens devaient tout casser chez eux et faire entendre au téléphone qu'ils cassaient bien tout chez eux pour gagner l'argent. Je pense que ça, c'est plus, c'était plus l'époque qui voulait ça. Alors, est-ce qu'on pourrait le diffuser, pas le diffuser? C'est une bonne question. On pourrait peut-être le soir, tu vois, sur une émission du soir, sans doute, peut-être pas à 16h ou peut-être pas. Effectivement, dans une matinale, en allant au boulot, on imagine assez peu écouter quelqu'un imiter des orgasmes, effectivement. Bon, surtout que les matinales maintenant sont de plus en plus familiales, même sur les formats plus jeunes. Et puis il y a une catégorie que je pourrais presque appeler catégorie punk, qui regroupe plusieurs émissions que tu as mis dans ton top 10 sur Combini. T'as le Rock'n'Roll Circus et t'as Super Nana. D'ailleurs, tu nous cites dans le podcast. Bien sûr. Avec un extrait, c'est sympa. C'est vrai que c'était un esprit, ça, des années 90-2000, l'esprit un peu punk, rock'n'roll, on pousse un peu les limites. Oui, c'est ça. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avec l'émission d'Arthur. C'était une période où t'es dans l'enchaînement des années 80 qui était sensiblement pareil. T'avais une énorme liberté. En plus, tu parlais de Super Nana. Elle vient de la radio Carbone 14, qui était réputée parmi les premières radios libres comme étant la radio qui a été très éphémère, mais alors très très punk. C'est totalement le bon mot, justement. Où à l'époque il y avait Jean-Yves Lafesse, etc. Professeur Choron, c'était vraiment. Donc Super Nana, elle était vraiment dans cette énergie-là, un peu de
je fais ce que je veux à l'antenne, je dis ce que je veux à l'antenne. Ça plaisait forcément aux auditeurs à cette époque. Ça plaisait un petit peu moins en CSA parfois, évidemment, comme très souvent malheureusement. Mais ouais, c'était une énergie, on va dire différente. Mais c'est ce qui a fait et le charme de ces émissions, et c'est pour ça que c'est intéressant de réécouter tout ça, parce que c'est c'est le marqueur d'une décennie, voire de deux décennies si tu comptes les années 80 avec. C'est un peu ce mélange qui est sympa à réécouter maintenant, justement. Alors, il y a la petite surprise, et n'étant pas auditeur à l'époque, c'est vrai que j'ai pas trop d'avis. Justement, je voulais avoir ton ressenti. T'as mis dans ce top 10 Allô Macha. Oui. Sur France Inter. Alors, bon, Allô Macha, je dois l'avouer, j'étais un petit peu jeune et c'était pas forcément ce que j'écoutais non plus, mais de par mes recherches, l'émission a duré, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. C'est forcément incontournable. Alors, de ce que j'ai pu un petit peu écouter, de ce que j'ai lu, on n'était pas sur l'émission la plus joyeuse de la radio. C'était vraiment visiblement des gens un peu solitaires, un peu isolés, qui appelaient pour retrouver un petit peu du réconfort auprès de Macha Béranger, et apparemment qui avait vraiment réussi à créer une atmosphère assez spéciale, parce qu'elle avait cette voix grave très caractéristique, et avec une ambiance qu'elle avait réussi à mettre un petit peu feutrée, même si c'est de la radio. Et visiblement émission très emblématique, que je dois bien avouer, je n'ai pas écouté à part pour préparer le podcast, mais oui, mais on était déjà dans ce fonctionnement de gens qui appellent pour parler un petit peu de leur vie, etc. Et visiblement, vu la longévité de l'émission, faut croire que c'est ce que les gens attendaient, du coup. Eh ben, en tout cas, un classement qui est efficace. Regarde, ça nous a permis d'en discuter de toutes ces émissions de radio. Et tu parles souvent de la télé aussi dans tes articles sur Combini. Et puis, tu as un podcast Bebop, dernier épisode là que tu as sorti et qu'il faut pas louper. Exactement, ça fait... on a lancé le podcast Bebop avec des amis en fin 2020. Et donc là, on arrive au bout des 4 ans, et ça va être le dernier épisode. Mais bon, si certains auditeurs ou auditrices veulent y jeter une oreille, il y a beaucoup d'épisodes à rattraper. Et donc, on parle des années 90 et un petit peu des années 2000 à travers des thèmes comme la télé, le ciné, la musique et des faits de société. Donc, chaque émission est divisé en quatre chroniques, et voilà, c'est l'occasion de se remémorer certains souvenirs télévisuels ou des phénomènes de mode, etc. Le très sympathique Kevin Pinto, journaliste Combini, pour son article paru, est toujours dispo. T'es pigiste aussi, et c'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci Kevin. Des ondes Vocast.